Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash. Philippe Richard Bertrand, plein de choses dans l'actualité en ce début d'année, toujours très excitant. J'ai constaté, là, puis je sais pas ce que je dois en penser, mais que le groupe CH là, continue vraiment son incursion dans le domaine des festivals de musique. On a appris ces derniers jours que le fondateur là, du Beach Club de Pointe-Calumet, Monsieur Primo, qui avait fondé deux festivals, Métro et Fuego, vraiment très original là, dans le titrage, ce monsieur, avait décidé de vendre ces deux festivals-là à Evenco, là, donc qui est une filiale du groupe CH. Et donc, bonne nouvelle pour lui. Selon certaines estimations, là, ça pourrait valoir plusieurs millions de dollars, cette transaction-là. Mais évidemment, certains font valoir qu'en matière de concentration là, des principaux festivals de musique, ça commence à faire beaucoup là, du côté d'Evenco. C'est sûr que Evenco, moi, je les connais bien. Je les ai eus comme clients pendant plusieurs années. Mais tu sais, la vache à lait de l'organisation de l'Arena du Canadien incorporé, parce que c'est trois entreprises, l'Arena, mais c'est Evenco. Evenco produit plus de 300 shows par année à des festivals. Ils ont acheté Spectra. Ils ont acheté Spectra. C'est ça. Puis Oshéaga, puis le métal, puis le country. Ils sont maintenant impliqués dans Juste pour rire. Ils produisent des artistes, ils produisent des disques. Donc, effectivement, pour l'industrie, c'est de mettre beaucoup de pouvoir en culture à un joueur. Par contre, c'est un joueur qui est reconnu pour bien traiter son monde, ses fournisseurs, ses employés. Pour revenir à la vente du festival Métro, Fuego, il y a des médias qui avancent même un prix de 10 millions. Moi, je reste sur mes gardes. Je connais bien le modèle du festival Juste pour rire. Métro et Fuego, il y a sur au moins 2 années de ces festivals-là, M. Primo a eu de la misère à payer ses fournisseurs à la fin du fournisseur. C'était pas, je pense pas que c'était rentable à ce point-là. Par contre, pour Evenco, qui a une base de données d'acheteurs de tickets je vais dire n'importe quoi, mais 250 000 personnes, c'est un produit de plus à offrir. Là. Je comprends. C'est une offensive marketing. Ils sont pratiquement garantis de remplir. Tu comprends? Evenco, il y a un staff à l'année qui gère des concerts. Bref, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Autre thématique où j'aurais peut-être dû commencer avec ça, mais évidemment, inflation en hausse au Canada. On est repassé, là, on était déjà encore là, au-dessus du 3 %, mais là, on monte à 3,4 %. Plusieurs se demandent s'il faut s'inquiéter. Tu sais qu'il Phil, il y avait les dates là, qui avaient été dévoilées là, des décisions de la Banque du Canada. J'ai pris un pari avec Mario Dumont. Je ne sais pas si toi, tu as fait la même chose avec Benoît cette semaine. Écoute, je te dis les dates, puis tu m'arrêtes quand tu penses que les taux vont commencer à baisser, OK? Le 24 janvier, je te dis que je ne parierai pas là-dessus, je te toi. Le 6 mars, non. Le 10 avril, la Banque nationale, aux dernières nouvelles, maintenait que le taux directeur allait baisser le 10 avril. Donc, c'est le pari, entre guillemets, de l'économiste en chef, là, si j'ai bien compris. Moi, j'avais pensé en septembre. Ensuite, 5 juin, puis là, il y a 24 juillet, 4 septembre. 4 septembre, Moi, j'ai parié juin. Fait que, en tout cas, c'est enregistré maintenant. Vous l'aurez entendu ici. Et après, 23 octobre, 11 décembre. Donc, 8 décisions de la Banque du Canada cette année. Plusieurs pensent que le taux va baisser, mais effectivement, avec l'inflation qui repart à la hausse, ça pourrait retarder cette décision-là. Donc, peut-être qu'à ton avantage, le Philippe, ça sera plutôt en septembre. C'est sûr que plusieurs s'attendent à ce que les taux baissent. Et plusieurs s'attendent et attendent que les taux baissent pour acheter des propriétés, pour lancer des projets d'investissement dans l'immobilier, mais aussi dans les entreprises de manière générale. Francis, en 24-25, ces 2 années-là, il y a beaucoup de renouvellement d'hypothèques qui s'en viennent. Oui, c'est ça, exact. Là, Donc, ça pourrait donner aux consommateurs un petit break là, si on descendait d'un quart de point. Ce que je vois et j'entends, et même qui a été recommandé là, autour de moi, Phil, beaucoup de gens, je pense, vont prendre des
très court terme. Parce qu'évidemment, si tu renouvelles aujourd'hui là, ton taux, là, ça va être quelque chose comme 5, 5,5, 6. Okay. Fait qu'au lieu de prendre un 5 ans, sachant que inévitablement, possiblement, le taux va baisser, ben, les gens prennent 1 an, puis en se disant, ben, quand on arrivera au renouvellement, on pourra reprendre un taux à 3 ou 4. Puis encore une fois, tout ça, c'est de la spéculation. mais c'est ce que j'entends un peu boule de cristal, autour de moi. Boule de cristal. Autre sujet, Phil, j'étais intrigué de savoir ce que tu en penserais. Tu sais, bon, que Québec est très actif dans le subventionnement d'entreprises. Les prêts pardonnables. En stéréo. 2024, nouvelle année, même vieille cassette. Mais bref, c'est un article. En fait, il y a 144 prêts qui sont à risque au gouvernement. Exact. Puis là, on parle d'un chiffre de 600 millions. C'est Sylvain Larocque qui a sorti ça dans le Journal de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Philippe? Encore une fois, je ne peux pas commenter chacun des dossiers, mais il y a des dossiers qu'on a parlé à cette antenne à Cube Radio. J'en ai parlé avec Benoît Dutrisac. Tu sais, je ne veux pas nommer une entreprise parce que je l'ai déjà nommée cette semaine, puis on m'a envoyé un email pas gentil. Mais il y a une entreprise dans les mines, OK? Ça fait 3 fois qu'elle fait un arrangement avec ses créanciers en 7 ans. Sorti dans le domaine du lithium? Non. Mais pourquoi on leur a prêté de l'argent une 2e fois? Ben, on pense que cette fois-ci, c'est la bonne, non? Ils ont mangé une volée dans le premier prêt. Là, ils refont... Tu comprends? Ils font un arrangement avec leurs créanciers pour diminuer les dettes, puis ils rempruntent de l'argent la journée d'après. Ça fait aucun sens. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions avec l'ensemble, tu sais, là, repars-moi pas sa filière batterie en plus, mais prends tout ça. Je pense que c'est un autre. C'est un autre enveloppe. C'est une autre enveloppe, mais parce quand même, l'argent vient de nos taxes. Phil, juste pour préciser, là, pour les auditeurs qui n'ont pas suivi nécessairement l'affaire, ça fait partie du Fonds de développement économique, le FDE, dans lequel il y a quand même presque 4 milliards de dollars qui ont été prêtés comme ça. Donc, tu sais, je veux pas. C'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, 600 millions, c'est comme beaucoup d'argent, mais il faut toujours, tu sais, quand tu passes comme un banquier, là, comme le fait le FDE, ben, tu sais, c'est 600 millions sur 3,8 milliards. Donc, en proportion, tu sais, quand tu crées un fonds de développement, un fonds d'investissement un peu risqué là, pour stimuler l'économie, c'est normal que tu aies des prêts qui soient perdus. Là. Tu sais, ça fait partie du modèle. Mais Francis, souvent, à cette antenne, avec moi, on s'ostine là-dessus, moi puis toi. Parce que c'est sûr que quand tu regardes le budget du gouvernement du Québec, 100 milliards, tu sais, 600 millions. Je suis d'accord. Mais Colin, collait tout ensemble, ces 600 millions-là, c'est le projet Agir qui était supposé être 200 millions. On est rendu à 1,2 milliard. C'est le projet des communications sécurisées de la Sûreté du Québec qui devait être 200 millions. Tu dis tout ça, ça finit plus. Oui, mais c'est comme le verre est à moitié plein, Phil, puis à moitié vide dans ton cas. Puis moi, je te dis, il est à moitié plein. C'est-à-dire que oui, il y a ce 600 millions, oui. Puis encore une fois, il n'a pas été perdu dans une année fiscale. Là. Tu comprends? C'est des prêts qui ont été consentis sur plusieurs années. On ne va pas tous les perdre la semaine prochaine. Ils vont pas être remboursés peut-être ce mois-ci, le mois prochain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Fait que, tu sais, il ne faut pas que tu mettes ça en relation avec le budget de l'État d'une année. Là, tu sais, c'est sur le long terme. Puis l'autre affaire, il faut que tu regardes le 3,2 milliards qui, lui, performe dans l'enveloppe qui a été consentie, puis qui crée de l'emploi, des entreprises qui payent des impôts, qui créent de la valeur. Dans les 144 prêts à risque dans le Journal de Montréal, on parle déjà que ces gens-là ont arrêté de payer les intérêts. Là, on n'est même pas dans le capital. Ça va vraiment pas bien d'habitude. Je vais te raconter une petite histoire. OK? C'était une conversation que j'avais eue, puis je fais ça vite, là, mais avec un fonctionnaire. Là, bon, je ne pas te dire où, mais je parlais de comment marcher le capital de risque. Puis juste, dans le capital de risque, tu investis dans 10 business, faire chiffron. Puis dans 10 business, il y en a 8 qui vont faire faillite. Là. C'est pas mal certain. Puis là, ou 7. Puis là, il y en a une qui va comme pas plutôt bien marcher. Puis 2 ou peut-être une qui va vraiment là, être, qui va faire des millions, des milliards. Puis je disais, puis éventuellement, dans les 7-8 qui ne marchent pas, ben, tu prends les meilleurs employés, les meilleurs brevets, tout ça, puis tu les remets dans celle ou les 2 ou la une qui marche bien. Puis éventuellement, celle-là, ça l'accélère. Et ce fonctionnaire-là me demandait, ouais, mais Francis, comment je fais pour choisir juste la une? Non, mais tu comprends pas. Je veux juste celle-là. Dans 10. Et donc, pour moi, quand je te parle de cette affaire d'enveloppe de 3,8 milliards dans lequel 600 millions ne performent pas, ça fait partie du modèle. Tu vas prendre des risques.
Puis oui, il y aura toujours des entreprises qui ne vont pas réussir à rembourser, mais ça fait partie de la prise de risque de ce fonds-là. Il est là pour prendre des risques, justement. Et donc, voilà. On finit ça rapidement. Phil, on a parlé quand même de cette histoire là, des attestations d'études professionnelles en construction. On en a parlé plusieurs fois à l'automne. Là, ce qu'on a découvert là, ces derniers jours, c'est qu'en fait, les gens, donc, ils vont faire des formations plus courtes pour être plombier, soudeur, là, je ne me rappelle plus, les profs ferblantiers, tout ça. Et ils vont être payés 750 $ par semaine, 3000 et quelques par mois, parce qu'il y a un peu plus de 4 semaines par mois. Et à la fin, ils n'ont aucune obligation d'aller travailler là. Fait que là, ce qui est quand même étonnant pour moi, Phil, c'est que, calcul vite fait, bien fait, là, mais 750 $ par semaine, c'est quand même de l'argent. C'est plus que le salaire minimum, ce qui est à 15 $ de l'heure. Fait que 40 heures à 15 $ de l'heure, ça fait 600. Là, fait que c'est plus que le salaire minimum. Fait que tu aurais possiblement des gens qui sont actuellement au salaire minimum qui vont aller s'asseoir sur des bancs d'école c'est d'aller pendant 4 à 6 mois. Exact. Mais j'irai jamais conduire une pépine. Ils vont juste arrêter. Puis pendant ce temps-là, évidemment, ça coûte des sous, ça fait partie du modèle, mais c'est surtout que ça ne résout pas le problème dans la construction de pénurie de main-d'œuvre puis d'apporter des nouveaux travailleurs qualifiés. Je trouve ça un peu particulier quand même. Francis, là, pourquoi qu'on ne s'est pas fié à un modèle? On peut critiquer bien les choses sur l'armée canadienne, les forces armées canadiennes, mais l'armée canadienne, ils payent tes études. OK. Mais après ça, tu travailles 5 ans. 5 ans. Non, mais puis, by the way. C'est pas des attestations d'études professionnelles. C'est genre, tu fais un baccalauréat. Oui, mais je suis d'accord. Mais pourquoi qu'on n'a peut-être pas 5 ans, mais tu es obligé de travailler 1 an? Tu sais, un minimum. Écoute, c'est encore une fois nos taxes. Puis moi, honnêtement, quand tu sais, Ken Pereira, là, le syndicaliste, un peu enragé. Oui, un peu enragé. Il est venu à l'antenne de Mario, pas de Mario, excuse, de Benoît Dutrisac. Puis il disait que, écoute, les corps de métier qu'ils ont choisis, c'est les corps de métier qui n'a pas tant de pénurie que ça en plus. Moi, ce que j'ai entendu, là, puis dans les officines ministérielles, c'est qu'en fait, ils ne voulaient pas créer ces obligations-là parce que ça créerait trop de bureaucratie, trop de suivi. Puis entre nous, Phil, je veux dire une chose à leur défense, ils font 1 an. Hein, c'est pas un programme à perpétuité, donc ils font une fois. Il y a eu 47 000 candidatures pour 4 à 5 000 places là, dans ces formations-là. Donc, il y a de la demande, assurément, mais bon, les conditions sont quand même assez belles. Mais ce qui sera intéressant de voir, c'est que là, on fait ça en 2024. On m'a fait valoir, encore une fois, je ne veux pas nommer de nom, mais on m'a fait valoir qu'à la limite, tu sais, le gars ou la femme qui fait le cours de ferblantier puis qui décide de ne pas travailler, elle aura quand même acquis des compétences, tu sais, puis dans sa vie de tous les jours. Puis non, mais tu vois, comme jobber, comme handyman, comme concierge d'immeuble, comme plein d'autres choses, pourra utiliser ces compétences-là hors du domaine de la construction. Moi, je ne donne pas raison, mais je dis, c'est le raisonnement. Et après, Phil, on peut quand même imaginer, puis je l'espère, puis tu sais, si on veut mes conseils, on m'appellera, mais qu'en 2025, si on décide de reconduire ce programme-là, on ajoutera quelques bémols, tu sais, à un moment donné, autant sur la rémunération, autant sur l'obligation, autant sur le choix des métiers. C'est un essai. Bref, on ferme le point d'actualité sur, il ne faut pas oublier, il y a 150 000 entreprises cette semaine qui devaient rembourser leurs prêts d'urgence. Ça va être beau de voir. Il y a eu 185 000 prêts d'urgence au Québec. 170 000 qui restaient à rembourser, qui n'étaient pas remboursés avant la date limite. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines combien d'entreprises, parce que 45 000 entreprises seraient à risque. Ça va être très intéressant. Si vous restez à l'antenne de l'émission, on va parler avec Nathalie Riverain un petit peu plus tard de exactement ce sujet-là pour tout savoir sur le compte d'urgence des entreprises canadiennes. À tout à l'heure. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On a le plaisir d'accueillir avec nous la présidente directrice générale de Brouillard Communication, qui est une entreprise dans le domaine de la publicité, communication basée à Québec. Il s'agit de Florence Brouillard. Bonsoir, Florence. Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, c'est bien de t'avoir. Dis-nous, comment se passe la business en ce début d'année 2024? Ça se passe bien? Oui, ça va particulièrement bien. On est quand même assez chanceux parce que du côté des agences, c'est pas vraiment facile depuis les derniers mois. Là, on a senti le ralentissement économique ou la peur du ralentissement économique s'est beaucoup fait ressentir. Mais somme toute, à ma grande surprise et mon grand soulagement, ça se passe assez bien.
dans ce début 2024 qui est quand même juste commencé depuis 2 semaines. Puis c'est ça, de manière générale, l'industrie de la communication, je pense que c'est dans laquelle ça s'inscrit Brouillard là, et qui est la tienne, ça a été un peu plus difficile, là, la fin 2023 avec le ralentissement économique et tout ça. Est-ce que vous tirez votre épingle du jeu là, dans la région de Québec? Oui. Puis, nous, nos bureaux sont basés à Québec, mais on travaille vraiment partout dans la province. Ça nous permet d'être super diversifiés aussi. Mais oui, nous, on tire notre épingle du jeu. Ça se passe bien, je te dirais. Mais effectivement, quand vient le temps de couper, en fait, quand tu es une business de façon générale, tu essaies de te dégraisser partout où tu peux quand tu sens que ça va mal aller ou quand ça va moins bien aller. Puis, veut pas, le marketing est souvent dans les premiers qui écopent parce que ça peut être perçu comme de l'apparat. Fait que ça s'est vraiment ressenti. Là, les plus grandes agences ont fait des quand même grosses coupures dans les derniers mois. Puis plus souvent qu'autrement, ça donne le ton et ça fait peur, ça fragilise l'industrie. Mais somme toute, nous, de notre côté, on fait uniquement des relations publiques, relations de presse. Ça nous touche un peu moins que les agences de publicité, notamment. Je comprends. On voulait te parler ce soir pour faire le point sur l'industrie, hein, why not? On est toujours très intéressé par ce qui se passe dans l'univers de la com au Québec, mais aussi parce que particulièrement, on t'a vu dans les médias toi-même là, comme sujet médiatique, Florence, ces derniers temps, parce que tu as repris les rênes de l'entreprise qui a été fondée par ton père, Jean Brouillard, en 88. Donc, tu as confiance que l'avenir va être à la hauteur là, de tes ambitions comme nouvelle présidente de l'agence? Écoute, j'ai confiance, je me le souhaite. Je vais me donner une bonne tape dans le dos à moi-même. Ouais, on peut t'en donner une aussi si tu veux. Hein? Clairement. C'est sûr que avec la situation actuelle, j'entendais les gens dans les derniers mois, dans la dernière année, beaucoup se plaindre évidemment des taux. Pour les hypothèques, l'accès au logement, etc., puis que ça complexifiait la chose. Quand en ce moment, tu es en train d'acheter une business, c'est inutile de dire que les taux sont pareils. Là. Puis une business, souvent, ça coûte un petit peu plus cher qu'une maison. Fait que c'est comme un timing qui est un peu, qui peut être stressant, qui est épeurant. Mais oui, j'ai décidé de faire le saut, puis j'ai confiance que ça va bien se passer. C'est comment négocier avec son père une valeur, une transaction? Ça se passe comment? Écoute, c'est probablement plus facile et bien pire que de négocier avec une tierce partie qui n'est pas dans ta famille. C'est les deux. Ça dépend de bien des facteurs, mais bien évidemment, ça dépend pas seulement de la relation, ça dépend du type de business. Mais c'est compliqué. Là, le reprenariat familial, c'est très beau, c'est louable. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a de moins en moins. Mais c'est très complexe. C'est très, très complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup d'ego. Puis, en fait, c'est ce que je répète souvent quand on me pose la question, on se fait tous dire la même chose dans la vie. Si tu es capable de ne pas travailler avec tes amis, ça va peut-être faciliter tes relations d'affaires parce que, mélanger argent, amis, famille, couple, il y en a pour qui ça se passe super bien. Ouais. Et parfois, c'est pas le cas. Puis, c'est très dur de le percevoir d'avance, sauf si on est quelqu'un qui est porté beaucoup sur l'analyse de l'autre, puis de percevoir les forces et les faiblesses si on est complémentaires. Mais mon père, c'est pas moi qui l'a choisi, puis lui, il m'a pas choisi. Là, je savais pas comment je serais, puis moi, je savais pas comment il serait. Puis on avait une super belle relation. Mais quand est venu le temps, effectivement, de déterminer, d'accepter finalement le prix, vous savez comment ça fonctionne, on fait des évaluations d'entreprise, ouais. On peut en faire plus d'une, puis trouver un terrain d'entente. Puis il faut savoir aussi que dans le cas des entreprises familiales, il y a bien des gens qui pensent que la progéniture est favorisée. C'est pas le cas. Il y a plein de lois qui encadrent ça justement pour que les enfants ne soient pas favorisés financièrement d'une quelque façon que ce soit. Il faut que tu suives l'évaluation de l'évaluation de l'entreprise. Fait que longue réponse pour dire que ça n'a pas été simple, mais on a fini par trouver un terrain d'entente. Dans les différentes lectures là, que j'ai faites au sujet de cette transition-là chez Brouillard, là, on peut penser à plusieurs non-dits, tensions, mésententes. J'ai lu à quelque part là, qu'il y avait eu des flamèches familiales. À part la valorisation, là, c'est quoi les enjeux là, dont on discute quand on est en train de négocier le futur d'une agence avec le paternel? C'est le pouvoir. Puis, je dirais que c'est le service. Okay. C'est sûr, le pouvoir, parce qu'il y a la gestion, il y a qui signe, qui décide, c'est inutile de dire que quand tu es la nouvelle génération qui représente, je veux dire, vous êtes à la radio tous les deux, même dans la télé, vous le savez comment ça va vite. Ouais. On est dans des industries ultra mouvantes. Puis, force est d'admettre que
généralement, le mouvement, la nouveauté, les tendances, ça vient. C'est un amalgame facile de dire que ça vient avec la jeunesse, mais c'est juste c'est de constater que c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'arrivais avec toutes mes idées puis toutes les envies pas possibles de les mettre en place. J'avais pas tant de résistance, un peu de résistance du côté de mon père au début. Fait que c'est surtout ce jeu de pouvoir-là de c'est qui finalement va décider, c'est qui a son le dernier mot. Le dernier mot, exactement. Puis au-delà, comme tu disais, de la valorisation, c'est aussi qu'on est des entreprises de services dans le cas des agences de communication. Ce qu'on vend, c'est pas du retail, c'est pas du matériel, c'est nous. Ouais. Donc, la valeur de l'entreprise dépend de notre présence, notre implication. Dans notre cas, moi, je travaille dans l'entreprise familiale à temps plein depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai contribué aussi à, d'une certaine façon, la valeur de l'entreprise que je rachète, qui est quelque chose de très de régulier dans un contexte comme le mien. Mais ça change beaucoup la dynamique puis la perception, parce que tu as un peu l'impression de payer pour ce que tu as amené, mais tu n'as pas vraiment le choix de payer pour parce que tu ne l'as pas acheté le premier jour que tu es rentré dans la business. Non, absolument. Puis l'autre affaire, c'est que veux pas, quand tu achètes quelque chose comme ça, que ça soit familial ou pas, il y a sûrement une transition où il faut que tu cajoles les clients là, pour ne pas perdre des clients qui étaient là depuis longtemps ou plus qui sont de la génération. Ouais, qui sont dans une autre génération. Ouais, t'as-tu à faire ça? J'aime beaucoup le terme cajoler. Mais j'ai été chanceuse parce que, comme je vous dis, je suis dans l'entreprise depuis longtemps. Puis mon père m'amenait dans tous ses meetings. M'a toujours. Je pense que le fait que j'étais une femme, je n'étais pas un homme, il n'y avait pas de bataille d'ego puis de coq entre nous. Au contraire, il était tout le temps super fier de m'amener dans ses rencontres. Fait qu'il il avait vraiment pavé la voie pour moi. Fait que ça n'a pas été très compliqué, ce bout-là, même qu'au contraire, ce que j'ai beaucoup reçu comme commentaire depuis qu'on a officialisé la transaction, là, ça fait seulement quelques jours, une semaine tout au plus, c'est, on le voyait venir, puis on se demandait juste ce serait quand, puis on est content, puis tant mieux, puis bravo. Fait que, je pense qu'on avait bien préparé le terrain, fait que ce qui joue beaucoup en ma faveur en ce moment. Sur différentes tribunes, on t'a vu et entendu parler de développement de nouveaux services. J'aimerais un peu t'entendre sur des notions comme l'innovation, le futur de l'industrie. Si tu te projettes le plus loin que ce qu'on vit actuellement, le 2023, 2024, bon, c'est peut-être un peu plus difficile, mais où est-ce que tu vois le futur de Brouillard dans 5-10 ans? Est-ce que tu as une vision claire de où tu veux l'emmener? Puis comment l'industrie, justement, va évoluer également? C'est une bonne question, puis j'ai pas une vision particulièrement claire. J'ai une vision de croissance, mais à petite échelle, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu en tête que je voulais rester une petite agence. J'aime le côté convivial de la chose, puis nous, on se décrit comme une agence boutique et ça me plaît particulièrement. Donc, puis ça, je suis en réflexion, je n'ai pas la réponse. Comment être capable de croître sans viser toujours d'année en année plus gros chiffre d'affaires, plus grand nombre d'employés. Tu sais, comment trouver l'espèce de sweet spot? Ça, c'est vraiment notre cas à nous parce que ça fait partie des valeurs de notre entreprise puis on veut rester une équipe de 10 personnes et moins. Mais sinon, pour ce qui est de l'industrie, j'avais cette discussion-là plutôt aujourd'hui avec des collègues puis c'est très difficile de faire des projections parce que quel est l'avenir du média traditionnel? T'sais, nous, on travaille beaucoup en relations de presse. Puis on voit comment... En ce moment, j'ai des postes affichés parce qu'on veut combler des postes dans notre équipe. Puis si vous saviez, les gens qui sont issus du monde des médias, du milieu des médias traditionnels, qui ont des très beaux postes et qui appliquent chez nous parce que ils ont l'impression qu'ils vont s'acheter une espèce d'assurance d'avoir encore une job parce que oui, on a vu récemment, d'ailleurs, dans notre univers même, des gens perdre leur poste en quantité non négligeable. Ouais. Absolument. Fait que c'est difficile à dire pour les relations de presse. Puis pour le monde des communications, écoute, c'est tellement vaste, mais assurément, la migration vers les plateformes numériques, avec à quel point TikTok est en train de nous avaler tous un et chacun en ce moment. C'est assez difficile de faire fi de ces tendances-là qui ne font plus qu'émerger. Là, moi, je trouve tu le vois sourire là, en ce moment quand on parle de TikTok. Moi et Francis, on sourit. Ben moi, j'utilise TikTok quand même pas mal. Comme autre chose. Mais j'ai skippé, parce qu'avant TikTok, il y a eu un genre de génération Snapchat très rapide. Ça, j'ai comme skippé Snapchat. Parlons un petit peu en quelques mots, Florence, en conclusion. Là, c'est sûr qu'il y a une tendance majeure dans toutes les industries de services, puis notamment en communication, qui est l'intelligence artificielle.
artificielle. Vous n'êtes pas une immense agence, mais est-ce que vous avez commencé à jouer avec ces outils-là? Puis quel rôle tu vois est-ce que ça peut jouer là, dans le futur du développement de brouillard? Mais tu vois, c'est intéressant parce que, je te disais, on veut rester petit, nous, en termes de taille. Puis justement, c'est là que l'intelligence artificielle est vraiment intéressante parce qu'on se rend compte qu'on vend du service. Moi, il y a une partie de mes services que, assurément, je veux qu'ils restent entre les mains d'êtres humains, conscients, intelligents, cultivés, qui ont de l'expérience parce que c'est la plus-value. Mais il y a quand même une foule d'autres tâches dans nos métiers, mais dans beaucoup, beaucoup de métiers, surtout ceux qui se passent avec la technologie devant un ordinateur. Il reste qu'on fait pas mal de 8 à 5 devant un ordi qui peuvent maintenant s'automatiser avec l'intelligence artificielle. Puis on a commencé à l'utiliser, on utilise plein d'outils. C'est vraiment des essais-erreurs. On parle vraiment pas juste de ChatGPT. On essaye toutes les plateformes pas possibles, puis on le teste. Puis souvent, même quand on a le temps, je dis à mon équipe, faites-le, puis demandez aussi à l'intelligence artificielle, évidemment, de le faire, puis on va comparer les résultats. Puis évidemment, il y a toujours des différences, mais parfois, la différence, c'est assez minime pour qu'on se dise, pour le temps que ça nous fait sauver. Ceci étant dit, il faut garder à l'esprit, comme je dis, on est une entreprise de service, puis pour moi, la plus-value de nous, notre petite étincelle que n'importe quel outil d'intelligence artificielle ne peut pas faire ou ne peut pas faciliter, c'est important qu'elle transparaisse encore puis que nos clients la sentent. Et ne sentent pas qu'ils auraient pu écrire leur communiqué ou envoyer leur liste puis trouver des médias, trouver des courriels, trouver un pitch, trouver une stratégie en utilisant n'importe quel outil disponible gratuitement. Bon, tu pourras toujours nous écrire en chair et en os à Philippe et à moi, Florence. Merci d'avoir été avec nous. On te souhaite beaucoup de succès. Regarde, c'est pas facile de faire une relève d'entreprise, là. Mais, dans un contexte de taux élevés et de ralentissement économique. Mais on te souhaite effectivement la meilleure des chances. Puis ce sera toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Florence Brouillard de l'entreprise éponyme Brouillard Communication. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci à vous. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On a beaucoup parlé, en fait, depuis des mois, là, Phil, toi-même, j'ai commenté à ce sujet-là également. On a beaucoup parlé de ce que vivent les entreprises, les entrepreneurs post-COVID, évidemment, avec toutes sortes de choses, ralentissement économique, inflation, puis il y avait aussi cette sorte de prêt là, qui avait été fait compte d'urgence. Bref, on voulait parler d'un peu de tout ça et on s'est dit pourquoi ne pas inviter Nathalie Riverain, qui est vraiment une spécialiste là, de tout ce qui touche à la stratégie d'entreprise et à la persévérance entrepreneuriale, qui est une des initiatives qu'elle a lancées. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien. On voulait justement là, commencer, peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet, là, peut-être nous dire quelques mots là, sur cette initiative-là qui a été lancée, ce projet Persévérance entrepreneuriale. En quoi ça consiste? C'est quoi ton implication là-dedans? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec tout ça exactement? Oui, pendant la COVID, justement, on s'est dit qu'il y avait... on a constaté qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui vivaient des difficultés, puis on était capable de regarder, de prévoir quelques années à l'avance en se disant il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir du mal à traverser. Et puis, quand on regarde tout ce qui se passe dans l'écosystème ou tout ce qu'on offre aux entrepreneurs, il n'y avait rien. Là. Quand un entrepreneur est en difficulté, qu'il y a des enjeux de santé, qu'il y a des enjeux qui vit une crise financière ou qui vit une crise d'entreprise, il y a peu d'initiatives et d'aides pour eux. Et donc, c'est comme ça qu'on a parti le programme Persévérance entrepreneuriale en se disant, on a tellement peu d'entrepreneurs où on est en déclin au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, il faut prendre soin de tous les entrepreneurs qui sont en activité. Puis, ça se peut que ça aille mal en affaires, ça se peut qu'il y ait une faillite potentielle ou une fermeture, mais il faut recycler nos entrepreneurs pour les aider à ce qu'ils puissent repartir en affaires et avec une seconde entreprise qui, celle-là, ira mieux, espérons-le. Nathalie, tu as sûrement entendu parler du livre de Jean Laflamme, le Crash, qui relate l'histoire, son histoire à lui. Là. En fait, c'est un entrepreneur de la Beauce. Un gars d'ici. Qui parle de toute sa descente aux enfers pour essayer d'éviter la faillite. Je ne connaissais même pas ce livre-là. Mais ça s'appelle Crash, c'est un livre québécois, mais ça se lit un peu comme un roman. Mais c'est là qu'on voit que souvent, les gens pensent que ça affecte juste notre portefeuille quand ça va mal, mais ça affecte nos relations humaines, ça affecte la relation qu'on a avec notre conjointe, nos enfants, etc. Crash, le combat d'un entrepreneur. Nathalie, excuse-moi.
Oui. Oui, puis c'est drôle, parce que Philippe, demain, je suis avec Jean Laflamme qui va venir parler à nos persévérants pour leur raconter son crash. Fait que la vie n'est pas mêlée. On l'avait reçu pour ton info. En fait, je l'avais reçu dans une balado à Cube. Okay. Mais en fait, livre extraordinaire là, pour les gens qui nous écoutent. Là, ça s'achète dans toutes les bonnes librairies. Là, mais c'est un récit qui se lit comme un roman. Mais Nathalie, est-ce que la situation est... J'ai comme l'impression qu'on a eu des belles années fastes en termes de création d'entreprise, mais on ne semble pas dans des années comme ça en ce moment. Là. On sent un ralentissement dans la création d'entreprise ou dans même le reprenariat. Là. C'est pire qu'avant. Depuis 2018, on perd au net 7500 entreprises par année. Puis on n'a pas encore commencé à voir là, tous ces entrepreneurs qui vont prendre leur retraite, là, une espèce de démographie entrepreneuriale qui sort. Ça, c'était prévu. Donc, déjà, avant la COVID, avant le prêt, avant cette situation-là là, économique qui est plus difficile, on perdait déjà au net là, 7500 entreprises au Québec. Ce qui fait que quand on regarde le volume d'entrepreneurs au Québec, là, il est en déclin accéléré. Puis on va se retrouver là, en 2024 avec autant d'entrepreneurs actifs, Philippe, qu'en 1980. Hey boy. 1980, là, c'était avant le boom des PME, là, puis le Québec. C'était avant moi, imagine. C'est la naissance des REA. Pas REA. Écoute, qui était une initiative, REA, qui était une initiative du gouvernement. Vous avez publié, Nathalie, en novembre dernier, via l'initiative là, justement Persévérance entrepreneuriale, un guide qui s'intitule « Éviter la faillite ». Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit observer justement? C'est quoi les symptômes? Je ne sais pas si c'est une maladie, la faillite, là, pour une entreprise, là, mais qu'est-ce que vous en retirez? La maladie, c'est pas la faillite. La maladie, c'est pas la faillite. C'est que les entrepreneurs, ils n'aiment pas tant ça, regarder leurs chiffres, suivre leurs chiffres à la lettre. Puis, c'est comme toujours un devoir où c'est aride, où c'est un langage qu'ils n'ont pas envie d'apprendre. Ils aiment entreprendre, ils aiment créer des projets, ils aiment rencontrer les clients. Mais quand vient le temps de tomber dans la comptabilité, c'est moins intéressant. Fait que le guide sur la faillite, il vise au moins à dire aux entrepreneurs, écoute, garde le contrôle sur tes finances, forme-toi en finances, fais des prévisions budgétaires, surveille tes cash flows, puis comme ça, ben, tu vas au moins avoir la sécurité que tu ne fais pas tout ça pour rien. Ultimement, on n'est pas là pour perdre des sous, puis on est quand même là pour s'enrichir et partager ultimement cette richesse-là qu'on crée. Fait que le guide, c'était d'un pour dire aux entrepreneurs, prenez le contrôle de vos finances, s'il vous plaît. Puis deux, ben, quand tu commences à avoir de la misère à rembourser tes DAS, tout ce que tu dois au gouvernement, là, puis là, je vais faire le prêt, le lien avec le prêt, là. Ça arrive là, que les entrepreneurs priorisent mal. Des fois, ils vont se sortir un peu d'argent pour pouvoir aller en vacances, mais ultimement, il faut payer. Quand les DAS commencent à mal aller, quand tu commences à être obligé de rappeler la banque pour dire, écoute, je ne pourrais pas rembourser mon prêt ce mois-ci, ça, c'est comme des signaux. C'est pas des signaux. Tous les genres d'obligations un peu institutionnelles, le DAS, à compte provisionnel, remise de taxes, les choses comme ça. Là, tu dis que ça, selon toi, c'est comme un peu le premier indicateur là, que les choses ne vont pas super bien pour une entreprise, c'est ça? Oui, puis les taux d'intérêt sur ces erreurs-là, là, ils montent vite. Tu sais, c'est pas une dette ou un engagement à prendre à la légère. Il faut vraiment être à jour, au moins dans ça. Puis ça fait que ça, c'est un signal. Après ça, c'est sûr qu'une année négative, une autre année négative, il faut vraiment revirer les choses au niveau financier, au niveau du modèle d'affaires, parce que sinon l'entrepreneur ne fait que se désenrichir. Parce qu'il ne faut pas l'obliger. C'est une perte de temps. Faut pas l'obliger. Faut pas l'oublier, mais ce qu'on appelle les DAS, les retenues à la source. Les déductions à la source. Que l'entreprise paye pour les salariés, dans le fond, tu au gouvernement. Tu es personnellement responsable, même si l'entreprise fait faillite. Oui. Le gouvernement du Québec. Ça ne passe pas dans la faillite. Non, pas du tout. En fait, oui, mais il se retourne contre toi personnellement après. Oui, okay. Alors, ça n'aide pas bien ta situation financière. Mais tout ça étant dit, puis on va attendons une seconde avant de rentrer dans le compte d'urgence, parce que je vais juste finir sur le guide Éviter la faillite, Nathalie. Là, ce sont les symptômes. Tu dis, focusser, se concentrer, à porter plus d'attention sur les finances, avec quelques symptômes, là, non-paiement de différents trucs. Tu parlais de prêt à la banque pour ceux et celles qui ont emprunté pour lancer l'entreprise ou pour la racheter. Mais une fois qu'on a dit ça, là, parce que moi, personnellement, j'ai aussi des clients, puis personnellement, moi, je suis très à mes affaires financièrement, mais une fois qu'on a constaté que ça allait pas bien, c'est quoi
c'est quoi les solutions que vous recommandez de mettre en œuvre dans le guide? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour s'en sortir, justement? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis souvent, le réflexe, quand ça commence à mal aller, l'entrepreneur a le sentiment là, il s'en va vers un échec, il a tendance à s'isoler. Puis tu sais, à un moment donné, tu as les solutions que tu connais, mais il y a plein de gens qui ont d'autres solutions qui peuvent amener l'entrepreneur à voir peut-être bifurquer son modèle d'affaires, délester des clients qui ne sont pas payants, changer de stratégie au niveau du marketing, si on allait dans le numérique. Fait qu'il y a beaucoup de solutions, puis les entrepreneurs tardent trop. Puis c'est ça le lead du programme, c'est attends pas qu'il soit trop tard. Il y a des solutions pour t'aider. Puis on dirait que quand l'entrepreneur s'isole, puis que le stress augmente, puis la charge mentale augmente, et d'un, il perd sa vision. La grande force d'un entrepreneur, c'est d'avoir de la vision, la capacité de trouver des solutions. Fait que, il perd sa vision, il s'isole, puis il a peur d'en parler. Il a peur de demander de l'aide parce que c'est le sentiment de dire, écoute, si je dis que ça va pas bien mes affaires, ils vont me dire que je suis pas un bon entrepreneur. Puis là, je peux comprendre ça. La spirale est partie. Puis c'est ce que ça amène, c'est des entrepreneurs qui finissent par être complètement épuisés, complètement démotivés d'être en affaires. Puis là, les finances, ça finit par passer après tout ça. Parce que quand on va pas bien, ça ne nous tente pas plus de tomber dans nos chiffres, d'être créatif, d'avoir de nouvelles stratégies. Il y a aussi, Nathalie, j'ai l'impression, tu sais, moi, pour avoir vu beaucoup de gens qui, tu sais, essayer de négocier avec les institutions financières et tout, c'est pas quand ça va mal qu'il faut aller négocier un prêt. Puis souvent, on se retrouve dans cette espèce de trappe là, où finalement, les choses vont pas super bien. Puis là, il y a personne qui veut nous prêter. Puis, tu sais, comme tu disais, il y a un peu de gêne, là, peut-être à dire, là, je fais pas mes chiffres, j'arrive pas à faire mes paiements X, Y, Z. C'est un peu contre la nature de l'entrepreneur, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi? Ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs vont perdre le contact avec leurs banquiers, ils vont avoir du mal à rappeler ou à dire les vraies réalités pour s'en faire un allié. Parce que le banquier ne veut pas perdre son prêt, puis l'entrepreneur ne veut pas perdre son entreprise. Fait que tout le monde veut la même chose, mais si on ne fait pas une équipe avec notre financier, là, c'est sûr que, puis si on ne dit pas la vérité, puis si on cache l'information ou on est dans la pensée magique que finalement ça va bien aller un jour, là, le banquier perd confiance, ou n'importe qui autour va perdre confiance, puis on perd nos bons alliés. Ça en est une erreur que les entrepreneurs vont faire. Fait qu'arrivons donc un peu à l'objet de notre conversation. Donc, c'est comme on le disait ces derniers mois, puis ces dernières semaines, puis ces derniers jours. Là, beaucoup d'encre a coulé là, sur cette histoire du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUEC. Je rappelle les faits brièvement. Là, pendant la pandémie, ça allait super mal. Les business étaient certaines fermées obligatoirement. Et donc, le gouvernement fédéral a eu la bonne idée de prêter de l'argent. Là, ça s'est fait en 2 fois, mais grosso modo, je simplifie. Il y a 60 000 $ qui ont été donnés pratiquement à qui voulait bien l'avoir. L'idée, c'était que tu avais jusqu'à la fin 2023 pour rembourser 40 000 de ce 60 000-là. Et si tu le faisais avant la fin de l'année, l'autre 20 000 était comme pardonné. Finalement, on a décalé ça au 18 janvier. Et puis, bon, la date fatidique là, est passée maintenant. Donc, comment tu vois ça? Est-ce qu'il est maintenant trop tard? Est-ce que ça avant que tu commences à t'aider, je veux juste rappeler les chiffres. Il y a eu 900 000 prêts qui ont été faits au Canada, 185 000 prêts qui ont été prêtés au Québec. Okay. Donc, sur le 900 000, 185 000 au Québec. En date de, je te dirais, il y a 10 jours, OK? Sur les 185 000 au Québec, il y en avait juste 15 000 de remboursés. Ça veut dire qu'il y en a 170 000 qui n'étaient pas remboursés et la FCEI, donc la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, dit qu'il y a 45 000 prêts au Québec qui ne seront pas remboursés. Ne seront pas remboursés. Genre, ils vont faire faillite. Faillite, dépôt de bilan. Nathalie. C'est quand même épeurant. Non, là, c'est catastrophique. On ne fera pas faillite demain matin. OK? Puis M. Gosselin, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas 60 000 qui a été donné. Non, mais 60 000 qui a été prêté. Oui. C'est important, là. Cadeau! Moi, l'entreprise où j'étais associé à l'époque l'a reçu, puis ça filait, puis encore une fois, l'expression est malheureuse de ma part, mais ça filait comme un cadeau. C'était comme, il y avait 60 000 qui tombaient dans le compte. Tu disais, allô, 60 000, il y avait comme pratiquement pas de vérification
façon diligente. On le donnait le gouvernement du Canada a fourni de la drogue à des drogués. On a donné du crack. Laissons notre invité parler. Non, mais c'est ça qu'on a. Nathalie, dis-nous qu'est-ce qu'il en est. Je suis presque d'accord. Je suis presque d'accord avec. C'est vrai que c'était tellement facile. T'sais, avoir un prêt de 60 000 aujourd'hui, quand on est en entrepreneur et on a besoin de 60 000, il faut faire ses devoirs. Ah oui, c'est ça. C'est compliqué. Il faut montrer les chiffres, il faut faire des courbettes, il faut donner des garanties. 2 clics, tout le monde avait accès à ce prêt-là qui permettait d'avoir une subvention de 20 000 quand le prêt allait être remboursé, c'est-à-dire maintenant. Donc, la conséquence là, pour ces 45 000 entrepreneurs qui peuvent pas, qui dans le sondage qui a été fait à l'automne, disaient ne pas être capables de rembourser. Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions financières qui ont dit si vous pensez ne pas être capable de rembourser pour avoir votre subvention, on va vous faire des vrais prêts d'une vraie institution financière avec des vraies cautions. Donc, il y a beaucoup d'institutions financières qui ont contacté leurs clients pour leur dire voici, si tu n'es pas capable de rembourser, si tu veux profiter de la subvention, on va te faire un prêt de 3 ans, 5 ans à 10, 12, 12 oui, c'est ça, exact. Oui, attends, tu garantissais personnellement. Oui. Tu garantissais. Ça dépendait du crédit. Oui, effectivement. Ça dépendait de la qualité de la relation entre l'entreprise et la banque. Mais c'est sûr que l'entrepreneur, depuis quelques semaines, il se demande est-ce que je prends un prêt avec la banque avec des cautions personnelles ou j'attends, je perds ma subvention, puis là, j'ai un prêt qui n'est pas garanti personnellement ni par mon entreprise, qui est garanti par le gouvernement. Ça, c'est comme les gros questionnements. À 5 Tu payes 60 000, mais à 5 sur 3 ans. Là, premier paiement, 18 février. That's it, là. Là, la banque le prend dans ton compte en direct. No questions asked. Tu ne peux pas dire je préférais que ça soit le 12 du mois. Non. C'est le 18 février. Puis j'ai fait des petits calculs mitaines. Là. Tu me corrigeras les quelques cents de différence, mais c'est 1800 $ par mois pendant 3 ans. Là. Tu sais, c'est pas, je sais pas, ça dépend de la taille de la business, là, mais pour certaines entreprises de plus petite taille là, qui font 3, 4, 500 000 par année, c'est énormément d'argent. Ouais. Puis pendant la COVID, tout le monde vivait une insécurité. Puis on fait confiance quand même au gouvernement en se disant il nous prête de l'argent, c'est pour nous aider. Puis évidemment, l'économie va revenir. On ne pouvait pas prévoir une espèce de ralentissement économique. Puis que là, aujourd'hui, le prêt, c'est d'où toute l'insécurité de ces 45 000-là, c'est qu'on n'est plus dans la même situation économique. L'économie a changé, les façons de faire des affaires ont changé. Fait que c'est pour ça que les entrepreneurs se demandent est-ce que je vais être capable? T'sais? Puis là, tout le monde a fait ses calculs. Donc, 1 800 $ par mois pendant 3 ans. Est-ce que j'ai la capacité financière de débourser ça? Puis est-ce que je vais mettre ma maison en garantie là, aussi, by the way? Non, là, éventuellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la version du 40 000 avec caution personnelle, ça veut dire éventuellement que tu mets tes actifs à toi dans le lot, là, ce qui est pas super le fun. C'est ça. Mais en tout cas, j'ai pas de boule de cristal. Vas-y. Non, mais si les entrepreneurs ont fait leur devoir avant, ils étaient capables de juger la différence entre avoir le prêt d'une institution financière avec caution personnelle ou d'entreprise ou le prêt du gouvernement. Puis c'est sûr que à analyser les deux, on se dit vaut mieux prendre le prêt du gouvernement à 5 % pendant 3 ans parce qu'il y a de la flexibilité, puis on va s'en reparler tantôt, il y a quand même un peu de flexibilité qui s'en vient potentiellement pour ces prêts-là, que risquer de mettre d'autres garanties ou d'autres biens en contrepartie d'un prêt fait par une institution financière. Puis l'institution financière, là, elle, ça va être prêt et capital, puis ça va être non négociable. Le gouvernement, ce qui nous dit, ce qui est écrit, puis écoute, la semaine passée, on était avec des fiscalistes puis des avocats, puis à analyser ce qu'il y avait sur le site du gouvernement pour essayer de le comprendre, en se disant, pauvre entrepreneur, c'est ça l'information qu'il y a. Tu sais, déjà, juste ça, c'est un stress, là, c'est de comprendre. Oui, de comprendre, oui. Puis devenir créancier du gouvernement, là, qui est plus tough là, avec les DAS. On a commencé par ça. Là. Fait que les entrepreneurs, ils savent là, que tu n'as pas de marge de manœuvre si tu ne payes pas des DAS. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, le gouvernement au fédéral et provincial a un pouvoir de saisie sans passer devant un juge. C'est une lettre à ta banque, ton compte est saisi. That's it, c'est fini. Là. Fait qu'on a analysé ça, puis on s'est dit, écoute, si l'entrepreneur n'a pas 1 800 $ par mois là, pour payer, il peut payer juste les intérêts. OK, fait que là, on déplace le problème.
Ouais. Mais ils ont la capacité de payer que les intérêts. Puis là, on est plus autour de 250 $ par mois. Fait que le 18 février, il y a cette possibilité-là. Si le prêt est contracté avec le gouvernement, le 18 février, l'entrepreneur peut payer juste les intérêts. Cela dit, c'est une dette qu'il faut qu'il rembourse sur 3 ans, ce qui est un délai très, très court, dans un contexte économique complètement incertain. Fait que c'est la particularité. Puis là, ben, on peut s'imaginer que si, mettons qu'au Québec, on a 30 000 entrepreneurs qui ne sont pas capables. Mettons qu'au gouvernement, là, dans le mois prochain, là, ils ont 30 000 appels d'entrepreneurs québécois qui essaient de négocier ou de dire « moi, je ne serai pas capable ». Qu'est-ce qu'on fait collectivement, là? Oui, mais, on va faire quelque chose. Mais je suis d'accord, Nathalie, mais tu sais, je l'ai dit publiquement à plusieurs reprises, même avec toi, Francis, nous, on les a utilisés dans les 2 compagnies. Je vais toucher du bois. On a été chanceux dans notre malchance. On les a remboursés aujourd'hui. En fait, on les a remboursés mercredi. Puis ça va prendre des efforts considérables. Ce qu'on a fait, là, c'est un appel au capital. Ouais. Tout le monde a rechippé. Ça a été pris un effort considérable. Ouais. Si on apprend dans 4 semaines, 1 mois, qu'il y a eu que c'est remis, on est chumé. Mais c'est ça le catch-22 on va dans monter toute cette aux barricades, histoire. Là, ceux qui parce ont qu'il y en payé. a qui ont joué le jeu et qui se sont fait de violence, d'autres pas. Bref, Nathalie, il nous aurait fallu 2 heures pour couvrir là, tous les sujets dont on voulait parler avec toi. On garde quand même ton nom pas trop loin là, parce que je pense qu'avec cette nouvelle mouture de l'émission, là, on va vouloir te reparler assurément de toutes ces choses-là à une occasion prochaine. Donc, si tu permets, là, on te rappellera dans quelques semaines pour faire le point sur cette situation-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Riverain de Rouge Canary et de Projet Persévérance entrepreneuriale. Bonne soirée. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne soirée. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. On prend toujours des questions du public. C'est toujours le fun d'avoir des gens qui nous écoutent à la télé, à la radio, sur le web. Et donc, quelqu'un nous écrit, un auditeur qui nous écrit, il souhaite contribuer à CEREER. Vous savez qu'on a jusqu'à la fin février, je pense, pour contribuer là, à CEREER de l'année dernière. Donc, il reste encore un peu de temps. Et il me posait la question, donc il dit, j'ai de l'argent dans un compte d'épargne, puis j'aimerais ça acheter des REER. Puis là, il dit, je sais que le marché a beaucoup monté. Est-ce que je dois attendre? Là, on parle de comme une couple de semaines. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois en mettre un petit peu par petit peu? Est-ce que je dois le mettre tout de suite? Fait que, tu sais, je trouve la question un peu drôle, Phil, parce que, ultimement, un REER, entre toi et moi, c'est un produit d'épargne pour la retraite, là, tu sais, dans je sais pas quel âge on a, là, mais tu as 46. 48. Ta retraite, c'est dans, je sais pas, là, 15 ans, 20 ans, là, plus. Fait que, tu sais, la question de savoir, est-ce que tu dois essayer de timer le marché en début 2024 entre la semaine 3 puis la semaine 4 puis la semaine 5, puis les rendements vont-ils être meilleurs si je place le 6 février ou le 14 février ou le 6 janvier? Tu sais, à un moment donné, dans 20 ans, là, ça aura pratiquement aucune incidence là, à savoir comment tu as placé ton argent. Puis moi, ce que je recommande toujours aux gens, puis tu sais, j'ai mes retenues sur le REER là, selon les usages, mais c'est, tu sais, mettez-en régulièrement, tu sais, quel que soit. Ça, je suis d'accord. Tu sais, même l'idée, à la limite, que tu aies pacté plein d'argent dans un compte d'épargne pendant toute l'année, je trouve ça un peu ridicule. Tu aurais dû en mettre tout au long de l'année. Tranquillement. Pour plusieurs raisons. Après, tu sais, la première chose, comme je le disais, ça dépend de ton horizon. Si tu as 64 ans puis que tu penses prendre ta retraite l'an prochain, fine, peut-être que tu peux essayer de jouer un peu la date d'entrée dans le marché. Mais grosso modo, pour moi, comme pour toi, comme probablement plusieurs de nos auditeurs, l'horizon, il est dans au moins 5 ans, peut-être 20 ans. Pour Phil en régie, dans 40 ans, je sais pas quel âge là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est tellement loin que, tu sais, à quelle semaine tu as mis l'argent dans le compte. Juste cotiser 100$ par mois peut faire une grande différence dans 40 ans, là. Après, l'autre affaire, comme je le dis souvent, c'est essayer de, comme on dit en bon français, de timer le marché. Je veux dire, il y a des gens qui font, sur Wall Street, là, qui sont bien plus intelligents que toi puis moi, qui ont des logiciels hyper avant-gardistes, qui ont fait des doctorats là-dedans, puis sont pas nécessairement toujours capables de faire le timing du marché, c'est-à-dire acheter quand c'est bas puis vendre quand c'est haut. Là. Fait que, tu sais, ultimement, toi puis moi, là, dans ta maison unifamiliale de Laval, là, à Monet ou de Saint-Bruno, tu sais, calme-toi le pompon sur essayer de t'acheter bas. Ou de battre le marché. Mets de l'argent dans ton REER, éventuellement, choisis des actions si tu le souhaites ou dans des fonds indiciels, mais tu sais,
fais confiance. Puis encore une fois, à très long terme, ça n'a pas tellement d'incidence quel jour, quelle semaine, quel mois tu as placé parce que sur 20 ans, les rendements composés, si le marché est croissant, ça n'aura pas une différence fondamentale. Donc, voilà. Puis après, l'autre affaire, peut-être pour conclure, puis là, je ne suis pas un expert des produits et services financiers. Il faudrait éventuellement inviter un expert, mais selon certains produits, des fois, tu as des petits coûts quand tu achètes le produit. Là, comme moi, je place de l'argent à titre personnel là, sur une plateforme de courtage en ligne. Comme moi. À chaque transaction, tu as un petit frais. Ben, c'est sûr que si tu fais plein de petites transactions, à la fin de l'année, la somme de ça peut être quelques dizaines, quelques centaines de dollars versus de faire une grosse transaction. Si le frais est fixe d'achat des actions, par exemple, ben, gardez un œil là-dessus parce qu'évidemment, de faire plusieurs petites transactions, ça peut finir par vous coûter relativement cher. C'était plus le cas avant. Aujourd'hui, la plupart des plateformes de courtage en ligne, c'est quasiment gratuit ou tu as un petit frais fixe par mois. Mais grosso modo, c'est des éléments que j'aurais tendance à regarder un peu plus avant de prendre ma décision. Quoi qu'il en soit, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Comme je le disais, là, on a encore un peu de répit pour investir dans un REER notamment. C'est pas le cas du CELI ou du CELIAP, soit dit en passant, qui eux se terminent au 31 décembre de l'année. Qui sont terminés. Qui sont terminés, grosso modo. Donc, par contre, le CELIAP, juste pour conclure, c'est pour les gens qui pensent acheter une première propriété, le CELI pour l'achat d'une première propriété. Ben, l'année 2024 est ouverte maintenant. Donc, si vous n'en avez pas mis l'année dernière, ça peut être une bonne première année. C'est le moment de commencer paye après paye, semaine après semaine. Mais si vous en avez mis l'année dernière, éventuellement, vous pouvez continuer là-dessus. Puis je rappelle, c'est 8 000 $ par année maximum pendant 5 ans. Cet argent-là peut fructifier à l'abri de l'impôt et puis éventuellement être utilisé là, pour une mise de fonds sur une première propriété sans avoir à le rembourser, d'ailleurs, ce qui est comme un des gros avantages de ce programme. Ma joke à l'époque, c'était, rappelez-vous que REER, Régime des épargnes et des regrets. On va se laisser là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Un prochain épisode, c'est toujours un grand plaisir. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire à studio@cube.radio ou même à nous appeler au 877-827-2346. Philippe, Richard Bertrand et moi sommes toujours ravis de vous écrire, de vous lire sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, n'importe où. Donc, n'hésitez pas à utiliser les médias sociaux pour nous rejoindre, nous poser vos questions et on va se faire un grand plaisir d'y répondre. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.